Entendre, comprendre, réagir. Un média qui donne vie aux opinions, qui donne voix aux idées. Cube. Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Qui de mieux qu'un professeur pour me parler de la pénurie de professeurs? On va parler avec David Santarossa. Salut David. Salut Rémi, ça va bien? Ouais, je rappelle les chiffres. Donc, on parle de 1000 nouveaux professeurs dont il faudrait, qu'il faudrait aller chercher là, comme ça, vite, à la ramasse avant le démarrage de l'année 2024-2025, qui, je pense, recommence là, dans quelques jours à peine. 20 000 nouveaux élèves se sont ajoutés au réseau, dont 80% sont issus de l'immigration. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi? En fait, ça, c'est 20 000 élèves qui vont se rajouter aussi dans les prochains mois, donc durant l'année scolaire. Donc, et ça, on s'entend, là, on dit toujours, il y a 20 000 nouveaux élèves qui vont arriver au Québec. Ce n'est pas vrai, hein. C'est-à-dire, c'est 20 000 nouveaux élèves. La plupart de ça, je dis un chiffre, mais ça va tourner autour de ça, là. Ça va être un 16-17 000 à Montréal. Donc, faut toujours garder en tête je fais le professeur ce matin, on a notre numérateur, notre dénumérateur. On a tendance à dire, par exemple, on reçoit tant de milliers d'immigrants au Québec. C'est pas vrai. Faut arrêter que notre dénominateur sur le Québec, c'est principalement Montréal. Puis ça met encore plus de pression, justement, sur tout ce qui est intégration, sur tout ce qui est services sociaux, justement, parce que c'est pas réparti sur tout le territoire. Donc ça, c'est d'un. De deux, évidemment, c'est 20 000 nouveaux élèves qui sont nés à l'extérieur du Canada. En fait, 80% de ces nouveaux élèves sont nés à l'extérieur du Canada. Il y en a beaucoup là-dedans qui ne sauront pas parler français, qui vont être, ça va être difficile pour eux. Ça demande encore plus de services dans ces cas-là. Les classes d'accueil, c'est des plus petites classes que d'habitude. Donc, c'est encore plus d'enseignants qu'on peut le penser en réalité. Donc oui, l'immigration, un peu comme la crise du logement, met une pression sur nos services sociaux, que ce soit les logements abordables, que ce soit l'école. Mais manifestement, on veut un peu se cacher les yeux sur les effets négatifs de tout ça, là. Ouais, on va montrer là, à l'écran le tableau. Ça, c'est un tableau de 2022. C'est le portrait ethnoculturel des élèves là, dans les classes au primaire et au secondaire. Donc, ce sont des chiffres de 2022. En vert, pour les gens qui nous écoutent, on a le pourcentage par école des naissances hors Canada. Dans certaines écoles, c'est 100%, 90%, 98%. Il y a 219 en date de 2022. Donc, c'est beaucoup plus aujourd'hui. 219 écoles primaires et secondaires où il y a 50% de plus et plus d'élèves qui sont nés hors Canada. David, comment tu fais pour intégrer ces jeunes-là à la société québécoise quand tu as une majorité de gens qui ne sont pas nés ici? Si tu as une conception un peu plus substantielle de la citoyenneté québécoise, qui inclut, oui, évidemment, hein, respecter les lois, connaître justement les règles, mais c'est aussi une citoyenneté, c'est aussi culturel. Il y a une continuité historique qu'on recherche. Et bien la réponse, c'est impossible. Hein? Et même, j'irais plus loin, c'est-à-dire que, et ça, c'est la philosophe Hannah Arendt, hein, qui nous disait, ben, l'éducation, finalement, c'est un nouveau-né, c'est un nouveau qui entre dans du vieux, en quelque sorte, dans le vieux monde. Donc même, est-ce que c'est possible d'intégrer un nouveau, même quelqu'un qui est né de parents qui sont ici depuis la Nouvelle-France, il faut l'intégrer d'une certaine manière dans la société québécoise, lui transmettre une culture. Est-ce que c'est possible de le faire dans de telles circonstances? La réponse, c'est non, parce que finalement, le groupe majoritaire, dans bien des écoles, va être un groupe immigrant, par exemple. Donc, ça va être très, très difficile pour lui de l'intégrer à la société québécoise, à la culture québécoise. Là, évidemment, on nous entend, oui, mais la culture québécoise, il y a aussi des personnes immigrantes. Oui, bien sûr, la culture québécoise change au fil des années, au fil des décennies, mais il y a quand même quelque chose comme une continuité historique. Et ça, il faut s'assurer que ça soit maintenu, mais manifestement, c'est impossible de le faire au Québec. Et là, je lisais sur Twitter, Ruba Gazal, n'est-ce pas, de Québec solidaire, qui pour elle, oui, ouais. En effet. Donc, pour elle, le problème, finalement, c'est pas la question de l'immigration,
c'est la question de l'égalité des chances et de l'école privée. Hein? Donc, pour Ruba Gazal, c'est maintenant le mot en I. Hein? C'est-à-dire, on n'a plus le droit de parler d'immigration et des conséquences de l'immigration, n'est-ce pas? C'est quoi le rapport entre l'école? Il n'y a aucun rapport, là. Non, mais c'est parce que, tu sais, c'est quand tu fais tout ton possible pour éviter le sujet, puis tu sors un truc, puis le monde font mais ça a tellement pas rapport. On parle pas de ça, là. Attends qu'on soit rendu là dans une autre discussion. Mais ça, c'est pathétique. Ben oui. Te rappelles-tu, David, les chroniques incendiaires de Jean-François Lisée? C'était plus tôt cette année. Tu avais commencé avec une chronique dans Le Devoir sur la situation, justement, dans les écoles où il y a une majorité d'élèves qui sont nés à l'extérieur du Canada. Ça avait fait réagir parce que, écoute, on s'en doute bien. Ultimement, ça mène à un rapport de pouvoir qui n'est plus le même. Et avec des élèves de 12 à 17 ans, quand le rapport de pouvoir n'est plus le même, ça peut mener à une certaine forme d'intimidation également. Ben oui, absolument, je veux dire. C'est ça, c'est-à-dire, t'as entièrement raison. Souvent, on parle de majorité-minorité. Les populations immigrantes à Montréal ne sont pas minoritaires, justement. Peut-être à la grandeur du Québec, mais où est-ce qu'ils vivent? Ils sont la référence pour plusieurs d'entre eux. Donc, le petit Blanc-bec qui arrive, il peut se faire intimider. Clairement, ça existe. On a eu des témoignages. Moi, je l'ai vu à mon école. Évidemment, les adultes, on essaie d'intervenir, mais il y a toujours une limite à ce qu'un adulte peut faire dans ce genre de circonstances-là. Dans le cours d'école, t'as pas tous les pouvoirs, tu sais pas tout ce qui se dit, tu sais pas tout ce qui se fait. On pourrait ajouter à ça des ricanements quand on écoute une chanson québécoise, des imitations d'accent québécois qui cherchent à humilier finalement. Donc oui, c'est le genre de choses qui existent. On n'en parle pas trop, justement. Ruba Gazal préfère nous parler d'école privée. C'est plus politiquement correct de le faire. Parce que, mais en même temps, quelles sont les solutions, Rémi? Je veux dire, la solution aurait dû se faire précédemment, c'est-à-dire d'intégrer tranquillement des nouveaux arrivants, mais manifestement, c'est pas ça qui est le cas. Tantôt, tu parlais de statistiques qui datent de 2002. C'est intéressant que tu soulignes. 2022, pardon. 2022, ça fait juste 2-3 ans, mais les statistiques ne tiennent plus. Parce que ça l'a augmenté l'immigration dans les dernières années, notamment avec l'immigration temporaire. Donc, ça ne tient même plus, ces chiffres-là. La situation est encore pire qu'elle était en 2022. Oui, puis les chiffres en question sont catastrophiques. Je veux dire, moi, quand je dis 219 écoles, tout le monde qui nous écoute devrait dire, voyons donc, moi, je me faisais un calcul dans ma tête, je pensais que c'était 5, 6, 7 dans le nord de la ville de Montréal, 219, et comme tu le dis, c'est même plus mis à jour, fait que c'est peut-être 230, 240, 250. Il existe-t-il des solutions, David? Parce que, tu sais, on parle beaucoup de demandeurs d'asile. Le Canada a signé un pacte international, dans une convention, est obligé d'accueillir des gens. Donc, est-ce qu'il faudrait peut-être déplacer ces gens-là à l'extérieur de la couronne de Montréal? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Comment on le fait? C'est très politique, là, mais y a-t-il des solutions? Ben, c'est ça. Ça, c'est toujours les grandes idées de certaines personnes. Il faut régionaliser l'immigration. Ultimement, on peut pas mettre un gun sur la tente des gens et dire tu vas changer d'endroit. Là. C'est comme pas très, très humain comme traitement. Mais oui, logiquement, il aurait fallu intégrer tranquillement, pas vite. C'est une règle qui revient souvent du 80-20, donc une majorité à 80%, une minorité de 20% qui s'intègre tranquillement, pas vite. Et ça, généralement, les gens ne s'y opposent pas. Hein. C'est-à-dire que le Québec ne s'est pas opposé sur le principe de l'immigration. Je pense que le Québec est généralement ouvert à l'immigration, mais il y avait une espèce de marché qui disait oui, immigration, mais en même temps intégration importante, identité nationale aussi, hein, de dire nous sommes tous Québécois, mais il y a quelque chose comme on persévère dans notre être historique quasiment, si je peux m'exprimer ainsi là, mais manifestement, ce marché est brisé totalement, notamment par le fédéral, faut le dire. Là. Il est temps que le Québec reprenne tous ses pouvoirs en immigration. Je sais que Legault il a essayé d'en faire, mais manifestement, il y a un cul-de-sac par rapport à ça. Québec solidaire, manifestement, ne veulent pas en parler non plus. Le Parti libéral, on n'en parle pas, donc il y a juste le Parti québécois, qui veut attaquer ce problème-là pour vrai. Là. Oui, puis le problème, c'est le nombre, parce qu'on le connaît, le taux de rétention des immigrants en région, c'est à peu près 30%
après 5 ans. Donc, on peut faire autant de portraits mignons, et moi, à chaque fois, je suis sincèrement touché, là, je le dis sans sarcasme, de familles d'immigrants qui s'installent à Drummondville. Il y avait un article dans la presse cette semaine d'une famille à Drummondville. Il y a des gens qui ouvrent des commerces, par exemple, là, en Beauce. Il y a des familles latino-américaines qui ont ouvert des épiceries de produits latino-américains parce qu'il y a beaucoup de travailleurs agricoles qui veulent goûter et avoir droit aux petites saveurs de leur pays d'origine. C'est cute. Mais la vérité, on la connaît, c'est que c'est seulement 3 sur 10 qui restent là. Donc, ça n'en prend moins pour que, même si on les envoie plus en région, je veux dire, on puisse respecter le 30%, mais avec moins de dommages, parce qu'il y a des coûts à ça, puis le Québec ne récupère pas son argent. Je veux qu'on parle, David, qu'on revienne un petit peu à la situation des enseignants, parce qu'il y a des enseignants non légalement qualifiés là, qui sont disponibles. Hein? Moi, j'en ai été un. Hein? Et je vais vous dire une chose, là, c'est quelque chose comme un chemin de croix là, d'avoir accès à une classe. On nous dit, ouais, mais as-tu ton brevet? Comment ça, ton brevet? J'ai une maîtrise en histoire. Je pense que je connais le programme. Oui, mais il faut que tu fasses affaire. Tu fais affaire avec des élèves avec des situations compliquées, des troubles sévères d'autisme, dyslexie. T'es-tu formé là-dedans? Non, je vais l'apprendre. OK, mais ça ne marchera pas. Est-ce qu'on peut se permettre de cracher sur des gens qui veulent travailler? La réponse courte, c'est non, bien sûr, on peut pas se permettre de cracher sur eux. Et souvent, parce que ce qu'il faut bien comprendre, normalement, pour enseigner au Québec, il faut avoir le brevet d'enseignement que tu as au terme d'un baccalauréat en éducation ou une maîtrise qualifiante en éducation. Normalement, c'est ça les 2 chemins. Mais depuis quelques années, justement, on manque de bras, on manque d'enseignants dans le réseau. Donc, on demande à des personnes qu'on appelle des enseignants non légalement qualifiés, donc qui n'ont pas le brevet d'enseigner, justement, comme toi, Rémi, comme d'autres personnes, comme des milliers d'autres personnes, en fait, qui l'ont fait. Et puis, eux, finalement, on leur dit, beaucoup d'enseignants, c'est mal vu, souvent, on se bouche le nez. Ah non, les non légalement qualifiés, là, ils n'ont pas une note formation qui est donc extraordinaire, mais en même temps, à micro fermé, entre guillemets, ils vont te dire ah non, notre formation était vraiment pas bonne. Hein? C'est-à-dire que c'est ça la réalité, c'est que la formation en enseignement, j'ai eu d'excellents cours. Hein? Moi, j'ai eu d'excellents cours, je le souligne, mais j'ai eu des cours où c'était du gros n'importe quoi. Et si j'avais appliqué ça en classe, j'aurais été un moins bon prof. Donc, il faut quand même le faire. Hein? Je te donne 1 ou 2 exemples, Rémi. Je me rappelle très bien, j'avais eu un cours où je rappelle, enseignement au secondaire 1 à 5, des personnes de 12 à 17 ans. On arrive dans la classe et il y a des marionnettes, Rémi. Et là, il faut qu'on utilise des marionnettes pour expliquer le participe passé, pour expliquer des fonctions. Et là, donc c'est totalement délirant. Et moi, j'étais le personnage un peu bougonneux de dire, c'est sûr, ça marche pas. Et là, David, là. Arrête David, va dire à la marionnette pourquoi tu te sens pas content aujourd'hui. Ça ressemblait quasiment à ça. Donc, on voit, je te dis pas que tous mes cours étaient comme ça, mais il y avait des cours comme ça. Donc, si tu appliques ça en classe, je vous l'annonce, si tu fais ça avec des gars de 17 ans, ils vont se foutre de ta gueule. Ils vont te garocher des effaces d'en face. Dès que tu vas tourner le dos, ils vont te faire un wedgie, ils vont t'enlever les culottes. Hey! Peut-être auront-ils raison de le faire, là. Oui, je vote pour. Ça va faire les marionnettes. Donc, à nouveau, je te dis, je veux pas caricaturer, je veux pas dire que c'était toujours comme ça quand même. J'ai eu de très bons cours, comme je te dis. Mais il y a eu des cours qui ont laissé à désirer. Donc, manifestement, quelqu'un qui est non légalement qualifié peut être un excellent enseignant. En ce moment, il y a beaucoup de discussions d'ailleurs, notamment avec l'université de TELUC, pour qu'ils se développent des DESS, donc des formations d'1 an en pédagogie qui permettraient justement à ces non légalement qualifiés de se qualifier justement plutôt rapidement. Donc ça, je pense que c'est des nouveaux programmes qui commencent un peu partout au Québec et puis qui aideraient beaucoup parce que qui donneraient justement des bras et qui permettraient justement à des gens qui ont des bacs maîtrises, qui sont en histoire, en sciences, en mathématiques, donc on peut s'imaginer qu'ils ont une certaine passion pour leur discipline, qui puissent enseigner parce que c'est important, faut-il le rappeler, c'est assez important d'être passionné par la discipline qu'on enseigne. Puis un autre enjeu, David, je veux t'entendre là-dessus aussi, c'est on dirait des fois qu'on distribue mal les ressources. Moi, là, anecdote pour anecdote, j'ai déjà fait de la suppléance dans une classe. Je savais pas où je m'en allais. Je suis arrivé chercher mon plan de cours, là, mon plan de classe, et on m'a dit, tu t'en vas dans une classe TSA. Là, j'ai dit, ça veut dire quoi, ce TSA? Ils m'ont dit, tu vas le savoir. Va-t'en là, tu sais, comme avec un petit sourire en coin, là, j'avais l'impression que il y avait quelque chose de spécial qui m'attendait. Et je suis arrivé dans une classe où il y avait des élèves en troubles sévères d'apprentissage.
Parce qu'au Québec, ils ont droit, ces élèves-là, à une éducation jusqu'à 21 ans. Donc, dans la classe, il y avait des élèves de 12 ans comme il y avait des élèves de 19 ans. Et là, il n'y avait rien à faire. Là. Je veux dire, il y en avait un qui avait un coussin d'avion. Tu sais, les coussins qu'on utilise pour bien dormir dans l'avion autour du cou, comme ça. Il était assis sur une chaise berçante à 9 h le matin, puis il se balançait comme ça en disant « Je suis fatigué, je suis fatigué. » Puis là, je me disais « OK, bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? » Et là, il y a un autre professeur, tu vois, où je m'en vais, qui est rentré. Il m'a dit « On est deux, là. » Puis j'ai dit « Pourquoi on est deux? » Il dit « Parce que moi, je suis un travailleur social et toi, tu es un enseignant. » J'ai dit « Mais moi, je ne peux pas enseigner en ce moment. C'est des gens qui font des exercices de coloriage. Là. » Et là, on était deux pendant 1h30 dans cette classe-là, puis je réfléchissais à ça, je me dis, mais c'est donc bien mal fait, c'est mal organisé, là. Il devrait rien qu'avoir un travailleur social ici, et moi, on me devrait mettre dans une autre classe où il y a des élèves qui sont prêts à apprendre. Oui, c'est une question importante que tu soulignes là, c'est-à-dire, on a fait le bon choix, je pense, autour de la Révolution tranquille, n'est-ce pas, de dire, ben, l'éducation, c'est un droit, c'est même obligatoire, mais est-ce qu'il y a des cas, certains cas, que justement, ben, écoute, manifestement, on ne se rendra pas jusqu'au bout. Il y a certains cas spécifiques que, écoute, le secondaire 5, ça le fera pas. Ça le fera pas pour différentes raisons. Là, évidemment, il y a du cas par cas. Mais oui, est-ce que finalement, on se concentre trop on veut tellement diplômer, on veut tellement faire des choses que, écoute, développer des chemins parallèles, parallèles pour trouver sa voie en quelque sorte, justement, ça serait peut-être une bonne idée. Parce que oui, on met beaucoup d'efforts parfois pour des gens qui eux autres, finalement, veulent pas qu'on les aide nécessairement, ils veulent pas nécessairement être à l'école, ils veulent trouver justement un chemin parallèle, mais on les bloque. Donc oui, ça c'est une question un peu tabou, je t'avouerais, là, mais oui, c'est une question importante. Merci beaucoup, David Santarossa, toujours intéressant, puis courageux aussi, point de vue sur l'éducation. Tu es un professeur, je le rappelle, puis tu es critique quand même de ce qui se passe, puis parce que tu veux améliorer le sort de ces élèves-là. Absolument, absolument. Merci Rémi, salut. Merci.